Bonjour, je m'appelle Stéphane Balmain, je suis un ingénieur béton armé. Et en fait, voilà, mon métier c'est en fait de présenter les solutions Autodesk. Et que ce soit dans les logiciels et puis la partie cloud. Et je suis un des auteurs du blog Village BIM. Vous connaissez le blog Village BIM? Il va falloir s'abonner vite, vite. Et donc, je suis responsable de la partie béton armé de la société Autodesk. Donc, si vous connaissez ce que c'est le béton armé, ben voilà. Donc Autodesk, en fait, c'est une ribambelle, on va dire, une collection de logiciels pour concevoir. On conçoit dans le bâtiment, on conçoit dans la mécanique, et puis on conçoit aussi dans le media entertainment. Donc là, dans le cadre de Batimat, on va vous présenter plutôt la partie bâtiment. Mais c'est vrai que Autodesk est beaucoup connu pour le logiciel AutoCAD, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Alors voilà, on a trois composantes. On va dire celle du bâtiment, c'est ça. Bâtiment et infrastructure, donc les villes, mais ici les routes, les barrages et tout ce qu'on peut faire en infrastructure, les ronds-points par exemple. Puis vous avez deux autres métiers. Ici vous avez l'automotive, la mécanique, donc les voitures, les machines-outils, tout ce qui peut être fabricable en multisérie. Et la dernière partie, c'est la fabrication de films, de publicité et de dessins animés d'animation. Par exemple, ici, vous avez Seul sur Mars. Ben, tout a été en virtuel avec des logiciels derrière en post-production Autodesk. Les publicités que vous pouvez voir à la télé qui sont virtuelles, ben, elles ont été faites avec ces parties de logiciels. Ou le catalogue Ikea. Quand vous ouvrez le catalogue Ikea, vous avez de jolies photos. Ben, en fait, tout ça, c'est du virtuel. Et ils ont recréé à partir du virtuel des photos quasi réalistiques. Alors Autodesk, oui, on est connu et il y a beaucoup d'utilisateurs, plus de 200 millions d'utilisateurs, donc ça fait beaucoup sur la planète. Et en fait, on essaie de démocratiser un petit peu tout ça en amont, en faisant participer les étudiants. Donc on a une grosse communauté d'étudiants qui vont utiliser nos logiciels, puisque, il ne faut pas se leurrer, les étudiants d'aujourd'hui sont les futurs utilisateurs de demain. Donc assez présents dans le monde de l'éducation. Alors, je vais vous annoncer des nouvelles qui ne sont pas vraiment folichonnes. En fait, ouais, le plus est inévitable, puisque d'après les nombres, d'ici 2050, on sera 10 milliards. À l'heure actuelle, on est 6 milliards et des poussières. En 2050, on sera 10 milliards. Donc, en fait, on va être beaucoup plus. Et il va falloir faire avec moins. Ça veut dire qu'on a moins de pétrole, on a moins de ressources naturelles, donc il va falloir faire avec du moins. Mais c'est l'avantage, c'est l'être humain en fait. Quand on est poussé dans nos derniers retranchements, qu'il va falloir se servir de notre cerveau pour essayer de faire un petit peu mieux. Alors, dans le plus de ce qu'on pourrait faire, c'est en termes de merci au cerveau humain, puisqu'on va travailler sur plutôt la créativité, l'opportunité et l'automatisation. Automatiser des choses, ça ne veut pas dire forcément on va licencier les gens, puisqu'on va automatiser des choses avec des robots, mais c'est en fait on va créer de nouveaux métiers. Comme par exemple tous les services que vous avez sur vos téléphones, en fait, qui rendent bien des services comme par exemple, moi ce matin pour voir ma ligne de chemin, le métro que je devais prendre, j'ai utilisé l'appli de la RATP. Je ne vais pas demander à un gars de la RATP. Donc ce gars de la RATP, il va faire autre chose plutôt que de me renseigner. Voilà. Donc automatiser les choses. Alors le mieux, c'est surtout ça qui compte, la durabilité des choses. Ça veut dire que utiliser moins de ressources, mais que ce soit le plus longtemps possible. Donc ça, c'est une des vocations de Autodesk. Mais bon. Alors le moins, donc on va essayer de prendre le moins du côté positif. Donc, puisqu'il va falloir construire beaucoup, rappelez-vous, en 2050, nous serons 10 milliards, en fait, générer moins de déchets, générer moins de risques, la fabrication des immeubles, parce qu'il va falloir fabriquer beaucoup, et puis réduire le temps pour faire tout ça. Alors, ici, vous avez la courbe, en fait, qu'a suivi la modélisation on va dire, avant les années 1960. Et là, vous voyez la courbe, on va atteindre une asymptote
on va dire un petit peu plus loin quand même, pas en 2020, mais on va dire en 2030, 2040. On est parti sur le dessin à la main. Donc là, vous avez, qui c'est qu'on a? On a Da Vinci, puisqu'il y a une exposition à Paris actuellement, donc ça a été, voilà, mais bon, depuis la nuit des temps, on dessinait, dès qu'on a inventé le stylo, le crayon. Après, on a le CAD, conception assistée, CAD, CAO plutôt, on aurait dû dire. Bon, CAD, c'est, ouais, bon, on aurait dû dire CAO, voilà. Donc là, c'était les premiers logiciels qui permettaient de faire des traits. Bon, alors c'était très archaïque. J'étais pas. Ah si, j'étais né, mince. J'étais déjà né. Bon, j'étais un peu petit, mais j'étais quand même conscient de certaines choses. Et puis est arrivé dans les années 2000 un logiciel qu'on appellera Revit. Vous connaissez Revit? Levez le doigt, ouais, les mains. Bon, ok. On connaît Revit, qui a commencé à paramétrer les choses, et puis on a parlé un peu de BIM. Le BIM, ils ont mis la bulle ici, mais le BIM a commencé un petit peu par là, on commençait à en parler, mais là, on a eu un tournant chez Autodesk, et il y a beaucoup de gens qui ont pris le tournant à partir des années 2000, 2002, 2003. Alors après, on est allé beaucoup plus loin. Pour ceux qui connaissent bien Revit, vous avez un applicatif qui s'appelle Dynamo, qui permet en fait de rendre algorithmique la modélisation. Et si je vais un petit peu plus loin, voilà. Ça, c'est l'ère de la documentation. Ça veut dire qu'on modélisait pour pouvoir faire des plans pour fabriquer sur le chantier. Ok. Si on va un petit peu plus loin, ici, la photogrammétrie, en fait, la photogrammétrie, ou on pourrait dire la lasérogrammétrie. Donc, en fait, ce sont les gens qui font, comme par exemple, vous avez Leica ici, qui ont des appareils, des scanners laser 3D. Ils ont aussi des drones qui vont pouvoir faire des photos. Et grâce à ces nuages de points, ou ces objets, on va pouvoir créer un contexte et voir modéliser par-dessus. Donc on appelle ça la photogrammétrie ou la capture de la réalité. Donc ça, c'est plutôt... Voilà. Ça, c'est l'ère de l'optimisation, parce que là, on n'optimisait pas forcément. C'est qu'en fait, on avait appris les choses à l'école, on modélisait une chaise, ah non, mais c'est un mauvais exemple. Une chaise, ça a 4 pieds. Bon, ça s'appelle un tabouret, a priori. Mais parce que moi, on m'a appris à l'école que c'est la meilleure position pour pouvoir s'asseoir. Mais grâce au Generative Design, ici, on va donner à la machine la géométrie, enfin, le volume, on va lui donner les contraintes. On va lui dire, ben, ça doit porter une personne de 80 kg. On va lui donner quoi? Les caractéristiques mécaniques des matériaux, et puis d'autres caractéristiques. Et en fait, on va envoyer tout ça dans le cloud, et grâce à la force brute, au calcul itératif, il va nous sortir une suite de solutions possibles. Il y aura peut-être cette solution-là, mais il y en aura bien beaucoup d'autres. Et avant, on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que les solutions que proposera a posteriori le cloud n'étaient pas fabricables par la main de l'homme. Mais grâce à l'avènement de l'impression 3D, là, on peut fabriquer plein de choses grâce à cette fameuse impression 3D avec différents types de matériaux. Donc, on va dire l'impression 3D, c'est ici, avec le Generative Design. Et puis, si on va beaucoup plus loin, on parle d'Internet des objets, IoT en anglais, Internet of Things. C'est là où en fait on va connecter chacun de nos appareils, que ce soit la domotique pour la maison, ou soit imaginons un escalator où on va mettre des capteurs, et on pourra être proactif sur la maintenance de cet escalator, parce qu'on saura qu'à partir de 2 millions de personnes, enfin 2 millions ça fait beaucoup, 200 000 personnes qui montent sur cet escalator, on sait que 2 millions après de personnes, on risque d'avoir des problèmes. Donc on peut, en mode prédictif, dire je vais envoyer quelqu'un de la maintenance pour pouvoir éviter ce problème-là. Donc en fait, c'est ici, l'Internet des objets, c'est l'ère du big data, parce qu'on va générer beaucoup de données. C'est l'ère de l'intelligence artificielle. À partir de ces données-là, extraire la substantifique moelle pour en tirer des choses prédictives. Donc, à l'heure actuelle, nous, on en est là. Donc, vous voyez le chemin parcouru. Et chez Autodesk, on s'intéresse beaucoup à cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans le moment présent. Alors, là, je vais vous parler d'un projet qui est le réaménagement de la Tour Eiffel, de l'esplanade de la Tour Eiffel. Donc, il y a un projet pour justement essayer de désurbaniser cette partie-là et de la rendre plus attractive, puisque l'emblème de la France, c'est la Tour Eiffel. Bon, il y a bien d'autres choses. Il y a aussi la Notre-Dame de Paris, mais bon, là, elle est un peu plus souffrante, donc on va parler plus de la Tour Eiffel pour le moment. Mais sachez que sur Notre-Dame, Autodesk participe à ces réhabilitations.
Donc, on va parler de ce projet-là. Donc, en fait, le but de ce projet, c'est de réhabiliter l'esplanade de la Tour Eiffel. Ici, vous avez, en fait, c'est une captation de nuages de points par un scanner mobile. Donc, en fait, c'est, je ne sais pas s'ils en ont un chez Leica. Alors, vous avez des scanners mobiles qui sont plutôt embarqués sur des sacs à dos ou des scans qui sont embarqués sur des voitures. Et le prix de ces scans, c'est 200 000 € à peu près. Hein. Donc, vous avez une question? Alors, on peut faire aussi du drone. Mais ça sera plus de la photogrammétrie. Ça veut dire qu'on va prendre des photos et à partir de photos, je vais créer un modèle 3D. Alors, la photogrammétrie, c'est utilisé justement pour des choses qu'on ne peut pas atteindre du sol. Alors, quand on a le sol, on peut rouler sur le sol, on peut marcher sur le sol. On va faire plutôt du scan nuage de points. Parce qu'en fait, le scan nuage de points, c'est beaucoup plus précis que la photogrammétrie. Quand je dis beaucoup plus précis, ça dépend du mode opératoire que vous allez utiliser et de l'appareil que vous allez mettre au bout de votre drone. On peut faire aussi du scanner à partir d'ailes volantes, et ça s'appelle un lidar. Et le lidar aussi, bon là on est encore au-dessus de 200 000 €, c'est beaucoup plus cher. L'avantage c'est qu'avec 2-3 passages d'avion, on peut. Sauf que le problème, pareil, passer un avion par-dessus, il y a des autorisations et ça devient complexe. Et donc, le résultat final, après avoir fait du nuage de points, de la modélisation et d'avoir inséré tout ça dans ce contexte, ça donne ça. Donc c'est une surface, je crois que j'ai les chiffres après, c'est à peu près 2,4 km². Et vous allez voir pourquoi Autodesk a aidé la mairie de Paris pour pouvoir faire ce projet. Parce que c'est quand même un projet assez iconique. Donc Autodesk voulait s'y associer, bien sûr. Mais aussi, il y avait beaucoup de contraintes techniques qui faisaient que c'était difficile pour les gens qui doivent répondre à cet appel d'offres de pouvoir travailler dans ce contexte-là. Donc Autodesk a travaillé pour donner un contexte pour que le projet, pour les gens qui ont répondu au projet, puissent créer leur maquette dans ce contexte-là. Vous voyez, c'est assez détaillé, quoique ce n'était pas la dernière version, parce que à l'heure actuelle, il y a des véhicules qui roulent, des personnes, il y a un manège qui est ici. Vous verrez un peu plus tard, il y a des statues, donc on est allé assez loin dans le détail de modélisation. Et donc tout ça, c'est aussi pour la présentation aux responsables de la mairie de choisir le bon projet, ainsi de suite. Donc, alors voilà, pourquoi le BIM? Tout le monde connaît ce que ça veut dire BIM? Building Information Modeling, ou en français GG, modèle d'information du bâtiment. Voilà. Donc en fait, c'est un endroit où on va positionner toutes les données. C'est pas forcément une maquette 3D, c'est plus un workflow où on va associer toutes ces données-là pour pouvoir les partager avec d'autres personnes. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, peut-être pourquoi pas le paysagiste, pourquoi pas l'urbanisme. Donc partager toutes ces données pour que, en fait, il n'y a qu'une seule source de données et que tout le monde vienne manger dans ces données-là. Et l'avantage, c'est que comme il n'y a qu'une seule source de données, vous la modifiez et tout le monde est au courant. Donc, pourquoi le BIM dans ça facilite la compréhension et les contraintes externes. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de contraintes, à savoir que là, on a de l'eau, et l'eau, c'est la Seine. On a un pont, et puis on a tout un jardin qui est classé derrière, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Anticiper les défis, compte tenu des contraintes, en fait, comme on ne peut pas trop toucher au jardin ici, et que là, on a un pont, il y a peut-être des choses à faire, peut-être au Trocadéro, sur le pont. Bon, voilà. Et aussi le but d'avoir un modèle 3D, parce que le BIM, c'est pas forcément la 3D, mais là dans ce cas-là c'était un modèle 3D, c'était aussi de communiquer vis-à-vis des médias, puisque bon, c'est quand même un projet iconique au niveau français, mais on va dire mondial, puisque la Tour Eiffel est mondialement connue. Donc c'est d'avoir des images 3D qui reflètent la réalité. Et et aussi, puisque c'est un modèle 3D généré à partir d'un moteur de jeu, en anglais on dit un game engine, qui va vous permettre en fait de l'explorer virtuellement. On va le voir à la fin de la présentation avec des lunettes à réalité virtuelle et de pouvoir se déplacer à l'intérieur du modèle. Et donc la mairesse de Paris s'est déplacée dans le modèle virtuellement. Et en fait aussi, quand ils ont choisi le projet, c'était de pouvoir voir avant et après les différences et est-ce que ça correspondait à ce que
la maîtrise d'ouvrage voulait ou pas. Donc ça a beaucoup servi pour sélectionner le projet. Alors voilà, quand je vous parlais de détails, là on est sur les 3 cadéraux et elles existent, ces statues. Donc ces statues, elles ont été photographiées grâce à un appareil photo. Elles ont été recréées automatiquement à partir de ce qu'on appelle la photogrammétrie. Le process, c'est à partir des photos, je vais envoyer ça dans le cloud. Il y a un calculateur qui va, à partir des pixels en commun, il va calculer la position de l'appareil photo et il va recréer le modèle texturé à partir de ces photos-là. Et après, une fois que cet objet est créé, il suffit que juste je l'implante dans ma modélisation pour le visualiser. Donc ça n'a pas été modélisé, c'est juste fait à partir de photos. Et c'est un volume 3D. Alors le rôle d'Autodesk dans cette histoire-là, parce qu'Autodesk, nous on fabrique des logiciels, on n'est pas bureau d'études, on n'est pas infographiste 3D, nous on fabrique des logiciels. Logiciels AutoCAD, Revit, Inventor, 3ds Max, Autodesk, Robot Structural Analysis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Mais plein, à peu près 80 logiciels chez Autodesk, donc on sait fabriquer les logiciels. Donc nous le but c'est, ici on a aidé à faire l'acquisition des données. Donc, comme je vous disais, à partir de drones ou à partir de véhicules terrestres avec des scanners 3D. Ce qui aussi nous a permis, en fait, à partir de cette maquette, une fois réalisée, de positionner des points de vue, puisque par rapport au projet, en fait, pour les gens qui devaient répondre au projet, il y avait des points de vue normalisés. Donc, il y avait 5 points de vue. Et en fait, le jugement, ou le concours était basé sur ces 5 points de vue. Donc, là, je ne sais pas si on les aura dans la vidéo. Et donc à partir de ces 5 points de vue, ils pouvaient décider ce projet est mieux que celui-là, ainsi de suite. Donc il y avait aussi ce souci-là. Oui, et donc en fait, ça permettait aussi de, comme tout le monde répondait sur on va dire dans la même scène, on pouvait comparer très rapidement les projets d'un par rapport à l'autre. Donc en switchant tout simplement, en appuyant sur un bouton, ça switchait de modèle. Et en restant avec en réalité virtuelle, on pouvait voir automatiquement en fait, le point de vue du futur touriste, on va dire, de ce qu'il pouvait voir réellement. Et soutenir, donc oui, et en fait, aussi, une des vocations d'Autodesk dans ce projet-là, c'est de montrer que le BIM, c'était quelque chose d'important. Et le BIM, on en parle souvent à partir du pour le bâtiment, mais là, on était plus sur le raménagement de l'infrastructure, ainsi de suite. Donc là, le BIM, dans ce cas-là, c'est pour montrer que ça fonctionne aussi. C'est pas propre qu'au bâtiment. Et bien sûr, puisqu'on a un modèle 3D, pourquoi pas en profiter pour faire de la réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors, vous connaissez la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? Explication. Donc, réalité virtuelle. J'ai des lunettes opaques, et en fait, la réalité virtuelle, comme son nom l'indique, c'est j'ai que du virtuel dans mon casque. Je vois que ça. Donc là, c'était la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est des lunettes où vous voyez à travers, et vous avez des informations qui arrivent dans les lunettes, des objets 3D, des informations textuelles, et on parle de réalité augmentée. Mais quand on parle d'un autre terme, réalité mixte, c'est la réalité augmentée dans lequel vous pouvez interagir avec le réel. Ça veut dire que, je vous montre un exemple de réalité mixte, c'est vous rentrez chez vous, on est en 2050, disons, je rentre chez moi, j'ouvre la porte, donc rien qu'en parlant, elle s'ouvre, et en fait, dès que je rentre dans la maison, je vois dans un bout de ma lunette, je vois le thermostat, je suis à 19 degrés et j'ai froid. Et donc, vocalement, moi je dis, augmente-moi la température d'1 degré. Donc là, j'interagis avec ce que je vois, j'interagis sur le monde physique. Et là, l'information va aller à ma chaudière, elle va augmenter d'1 degré la température. Donc c'est ça la réalité mixte. Mixte, j'interagis virtuellement avec le réel. Et voilà. Et donc là, vous avez la fameuse expérience avec alors on appelle ça des contrôleurs en fait. Ici. Donc là, c'est un peu chaotique. Donc vous voyez ici, maintenant, il y a des gens. Il y en a qui sont plus ou moins mobiles. Et donc, première action, vous pouvez vous téléporter en cliquant sur un des contrôleurs. Vous téléportez où vous voulez. Alors, vous voyez, l'ombre a été calculée et tout. Vous allez voir un petit peu plus loin, on déplace un héliodon qui va faire déplacer les ombres aussi. Donc là, on se promène comme si on était
vraiment dans le jardin en question. Donc vous voyez l'intégration de la tour Eiffel. Alors après là, il est en train de jouer avec la deuxième molette où on joue avec l'heure de la journée. Vous voyez les nuages qui se déplacent tout doucement là. Et vous allez voir, pour arriver jusqu'à la nuit et vous allez voir la tour Eiffel s'illuminer. Alors tout ça, c'est les scénarios qui avaient été demandés par la mairie. Parce qu'après, on peut avec un moteur de jeu, on peut faire autant de choses qu'on veut. On peut rajouter du son. Le son n'a pas été rajouté dans cette expérience. Bon, on pourrait rajouter des effets spéciaux, je sais pas, des extraterrestres qui atterrissent là. On peut le faire. Hein. Tout est possible. Et donc, grâce à ça, vous vous rendez compte que la visite de ce projet-là, c'est quand vous êtes en mode interactif, c'est beaucoup plus facile pour prendre une décision. Là, vous voyez, là aussi, on pouvait aussi, sur les gâchettes, on pouvait changer de lieu automatiquement. Les fameux 5 lieux que je vous disais, ben là, en activant la gâchette, je suis passé tout à fait en haut de la tour Eiffel, j'allais au Trocadéro, je me situais en dessous de la... Alors, les gens qui ont testé, là, quand on était sur le bord, là, réellement, on peut traverser le grillage, mais pour ceux qui avaient le vertige, il y en a un qui pensait tomber. Hein. Donc vous voyez le détail du modèle. Alors ça se fait pas en 2 heures. Hein. C'est toute une équipe, il y avait 10 personnes dessus. Le nombre de mois était variable parce qu'il y a eu quelques mois dessus. Donc je vous résume, à partir du nuage de points, il y a eu plein de modélisations qui ont été faites sur AutoCAD, Revit, un petit peu d'Inventor, un petit peu d'InfraWorks. En fait, tous des modeleurs de chez Autodesk intégrés dans un moteur de jeu qui permet de faire ce genre de choses. Alors, quelques chiffres. Donc, vous voyez, donc des milliers d'heures d'acquisition. Moi, je suis pas trop d'accord parce que quand vous avez un scanner mobile, c'est relativement facile. Après, c'est le traitement de ces données-là qui peuvent être plus complexes. Alors, vous voyez la zone qui a été investiguée 2,5 km, on va dire, 2,5 km au carré. Donc, c'est quand même une grosse surface. Le nombre de scanners qui a été fait, donc là c'était pas du mobile, c'était du statique. Hein, différence entre statique et dynamique. Statique, ben, mon scanner est ici, je fais un scan, ok, je me déplace, je le mets ici. Le problème c'est qu'après il va falloir les assembler, donc ça peut prendre du temps. Un scanner mobile, c'est quelque chose qui se déplace. A priori c'est plus facile, mais c'est quand même plus complexe l'appareillage parce que vous avez pour éviter les problèmes de vibration, il y a une base de compensation de mouvement. Et en plus, il y a un système de géolocalisation qui permet en fait d'assembler automatiquement les nuages de points quand on. Donc c'est pour ça que c'est aussi cher, c'est cher le dynamique. Hein. Je vous dis, un ordre d'idée, c'est 200 000 € le scanner. La voiture qui est dessous, c'est anecdotique. Le nuage de points, 10 milliards de points, donc ça fait un petit peu. Hein. Si vous avez tous les points qui vous tombent sur les pieds, je peux vous dire, ça vous fait mal. Hein. Si on mettait un gramme, ça ferait combien? Ça ferait 10 tonnes, 100 tonnes, je ne sais plus, bon, ça ferait mal. Et puis aussi alors, visiter quelque chose virtuellement, si vous faites que du bâtiment, ou si vous avez qu'une table et qu'il n'y a pas d'assiette, de verre et de fourchette, ça ne sert à rien. L'expérience, elle ne sera pas jojo. Donc c'est pour ça qu'après, on a rajouté des arbres, des bâtiments, des statues, des appareils d'éclairage, des bancs, mais aussi il y a aussi les manèges. On a rajouté les manèges exactement comme ils sont en réel. Donc, pour avoir une visite virtuelle, je dirais proche de la réalité, essayons d'être le plus proche de la réalité, et c'est ça qui demande du temps. Plus on veut aller proche de la réalité, ça nécessite des heures de travail. Donc voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je viens vers vous et je la répéterai aux autres. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une machine pour pouvoir faire des modèles comme ça? En fait, c'est des très grosses machines. En fait, c'est des machines qui permettent de faire de la réalité virtuelle. Donc, c'est des machines, on va dire, ce qui conditionne ça, c'est la carte graphique. Donc, c'est des cartes graphiques, des Quadro Pro qui ont 24 Go de RAM, des disques SSD avec des Tera de SSD. Donc, 3-4 Tera, ça va bien. Bon, après, il n'y a pas qu'une seule machine. On travaille avec plusieurs machines aussi. On dissocie le problème sur plusieurs machines parce qu'à un moment, le problème est tellement gros que même la plus grosse des machines qu'on peut avoir au monde ne sera pas costaud. Donc on découpe le travail en plusieurs et après on réassemble le tout sur une seule machine. Mais après, une fois que
la scène est compilée, vous pouvez la tourner sur n'importe quelle machine. Vous avez notamment sur le site de la Tour Eiffel, vous pouvez télécharger le modèle en réalité virtuelle. Donc si vous avez une machine qui permet de gérer la réalité virtuelle, à savoir vous pouvez connecter un HTC Vive ou un Oculus Rift derrière, vous pouvez le jouer. C'est sur le site de la Tour Eiffel, vous le téléchargez sur votre machine et vous pouvez le jouer. Soit directement sur votre ordinateur, ou si vous avez des lunettes de réalité augmentée, virtuelle, pardon, vous pouvez directement la connecter à votre machine et ça fonctionnera. Je viens vers vous. Alors oui, on a utilisé aussi le 3ds Max, oui. C'est en fait tous les modeleurs d'Autodesk ont été utilisés. AutoCAD, Revit, InfraWorks, 3ds Max. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Maya, non, ils n'ont pas utilisé. Mais vraiment, mais il y a aussi eu beaucoup de 3ds Max, puisque 3ds Max est bien connu pour tout ce qui est modélisation, plutôt Media Entertainment, sans information BIM, puisqu'il n'y a pas de BIM derrière. Mais voilà.